Qu'est-ce qui arrive quand un enfant devient, du jour au lendemain, un parfait étranger? C'est vraiment le point de départ d'un témoignage incroyablement poignant. L'histoire d'un père, dans la France de l'après-68, qui voit son propre fils lui échapper complètement. Il va tout essayer pour le comprendre et il a tout noté dans un journal. Alors, ce livre, c'est le journal de bord de ce père, Jacques Guillon. Il l'a écrit pour ne pas devenir fou, en fait, pour essayer de comprendre ses 6 années en enfer. Le but, ce n'est pas d'expliquer la drogue, non, c'est de retrouver son fils Didier qui semble dériver vers un monde inaccessible. Il est insaisissable, il est ailleurs. C'est Jacques Ellul qui écrit ça dans la préface, et cette phrase-là, elle résume tout le problème au cœur du récit. Comment on fait pour rejoindre quelqu'un qui n'est littéralement plus dans le même monde que soi? Au début, pourtant, rien ne laissait présager une fracture pareille. Et ça, c'est important de le noter. Ce récit, il n'offre pas de solution miracle. C'est avant tout l'histoire profondément humaine d'une famille qui se déchire. D'un côté, on a le monde du père, un jeune cadre dynamique, une famille chrétienne, stable, une vie traditionnelle. Puis de l'autre, le monde du fils qui commence à émerger, une quête de vérité, un rejet de cette société convenable, la musique pop, les premiers joints, deux univers sous le même toit qui s'apprêtent à entrer en collision, et solidement. Et cette fissure, elle n'a pas tardé à apparaître. Entre 1969 et 1972, le vent de l'après-mai 68 souffle jusque dans le salon familial. Et ce qui n'était qu'une petite brise de rébellion va se transformer en une véritable tempête. L'escalade est ouf, incroyablement rapide. En 1969, c'est une rébellion d'ados assez classique, cheveux longs, musique pop. Un an plus tard, le conflit s'intensifie. Le sous-sol de Didier devient une grotte psychédélique où son père ne le reconnaît plus du tout. Et en 1972, à 15 ans à peine, c'est la première fugue. La rupture est là, elle est bien réelle. La violence n'est plus seulement verbale. Le père raconte leur première bagarre, une vraie bagarre, qui devient un spectacle effroyable pour le reste de la famille. Disons que c'est un point de non-retour. Complètement désemparé, le père va chercher de l'aide à l'extérieur. Mais les institutions, elles sont aveugles. L'école voit juste un élève insolent à punir. Le psychiatre lui assure que non, Didier ne se droguera pas. La famille est tragiquement seule face à la crise. Fait que quoi faire quand le rôle de parent ne fonctionne plus? Le père se retrouve devant des choix impossibles, des décisions qu'aucun manuel ne peut enseigner. Il faut s'imaginer la scène. Après la première fugue, le père retrouve son fils Didier à Paris. Il dort par terre, sous la pluie. Le père est là, devant son fils, mais il se sent complètement impuissant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le ramener de force? Ça ne ferait que le pousser à fuir encore. Et là, la réaction d'un policier sur place, ça montre le fossé total avec la réalité du père. Le conseil est brutal, simpliste, mais le père, lui, il comprend que la force ne sert à rien. Il est vraiment face à un mur. C'est là qu'il prend une décision radicale. Il écrit ce qu'il appelle un passeport, une autorisation officielle pour son fils de 16 ans de quitter la maison. Ce n'est pas un abandon, c'est un acte d'amour paradoxal. Pour garder un lien avec son fils, il doit le laisser partir. Mais qu'est-ce que Didier cherche au fond? Un de ses poèmes nous donne une piste. Ce n'est pas juste une rébellion, c'est une quête spirituelle, une soif de beauté et de pureté. Et pour lui, la source qui mène à cette vérité se trouve dans cet ailleurs. L'histoire atteint son point culminant à l'été 1973 à Amsterdam. Le père va faire le voyage le plus difficile de sa vie. Il va essayer de traverser le miroir pour rentrer dans le monde de son fils. Tout part de cette invitation-là, complètement inattendue, un appel d'Amsterdam. Pour le père, c'est une main tendue, un espoir fragile. Il n'hésite pas, même s'il ne sait absolument pas ce qu'il va trouver là-bas. Le choc à l'arrivée est brutal. Le fils qu'il retrouve, ce n'est plus celui qu'il connaissait. La description est terrible. Les cheveux coupés à cause d'époux, un corps décharné. Le père est horrifié par la dégradation physique de son enfant. Pendant 48 heures, le père va plonger en apnée dans la contre-culture d'Amsterdam. Il passe du restaurant où le joint circule de table en table au Vondelpark, le point de ralliement des hippies d'Europe. Il découvre le square où vit son fils, puis une usine désaffectée où la musique sature l'air. Chaque lieu est une étape de plus dans cet autre monde. Le point culminant de ce voyage, c'est cette demande de Didier. C'est bien plus qu'une simple invitation à consommer. C'est une tentative désespérée de créer un pont entre leurs deux mondes, d'essayer de partager une expérience pour enfin être compris. Tu comprendras beaucoup de choses. Tout est là. Dans un ultime effort, le père accepte. Il prend le joint, mais il le jette presque aussitôt. Ce geste manqué, ça va être un point de rupture. Pour Didier, c'est la preuve ultime que son père refuse de le comprendre, refuse de le rejoindre de l'autre côté du miroir.
Alors, que reste-t-il après un échec pareil? Quand la communication a l'air impossible, est-ce que tout est perdu? La fin du témoignage propose une autre voie, au-delà de la recherche de solutions. Le père a tout essayé. L'autorité, la raison, les experts, tout a échoué. Et c'est là que l'idée de Jacques Ellul prend tout son sens. Quand tout s'effondre, il ne reste plus qu'une seule chose, la relation humaine, la plus simple, la plus nue qui soit. Le mot-clé ici, c'est accompagnement. Ce n'est pas une méthode pour guérir ou réparer quelqu'un. C'est simplement être là. C'est accepter de marcher à côté de l'autre, sans le juger, sans essayer de le changer, dans sa réalité, même si on ne la comprend pas. Au final, ce voyage si douloureux a forcé le père à abandonner son armure, son rôle de parent qui sait tout et qui contrôle tout. L'échec d'Amsterdam, c'était peut-être en fait une victoire cachée. La naissance d'une relation plus humble, fondée non plus sur l'autorité, mais juste sur la simple présence. Et ce témoignage nous laisse avec cette question universelle qui va bien au-delà de cette seule histoire. Quand la compréhension est impossible, quand les mondes sont trop éloignés, comment peut-on vraiment, véritablement rencontrer l'autre? C'est une réflexion qui nous reste en tête longtemps après. Merci d'avoir été là.